On va plus se décrire comme des facilitateurs pour permettre le commerce direct à tout type de torréfacteurs en délivrant tous les services de logistique, assurance qualité, financement qui peuvent être des obstacles au commerce direct. Parce que nous, on vend pas du café vert, on vend un package. C'est-à-dire le produit, son histoire, son identité et toutes les conditions pour qu'il puisse être torréfié et consommé. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Donc on est ravis d'accueillir ce groupe d'experts. Emmanuel, je te passe l'animation. Alors je fais une petite phrase d'introduction. Le café brûle et le monde regarde ailleurs. Voilà. Vous avez tous vu une volatilité extrême qui sont dues à des variations climatiques, l'impact climat. Et dans ce contexte de volatilité extrême, tous les acteurs de la chaîne sont impactés, et notamment les fermiers, les importateurs, les torréfacteurs. Dans ce contexte, on a vu se développer un certain nombre de nouveaux modèles, de nouvelles approches, et c'est ce qu'on voudrait voir là, ensemble, avec différents modèles qui sont proposés. Et je vais commencer par donner la parole à Thibaut. La raison étant que Thibaut travaille pour la société Cuprima, qui est une société qui fait partie du groupe Effico, qui est un acteur un peu ancestral du café, une centaine d'années, peut-être plus. Comment tu pourrais nous définir comment tu vois cette évolution de votre approche relationnelle avec les producteurs? Alors bonjour à tous déjà et merci pour l'invitation. Alors effectivement, nouvelle relation, ça pose la question sur les anciennes relations. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le café, donc c'est vrai que j'ai peut-être pas la perspective ou le retour d'expérience pour vraiment juger avant et maintenant. Après, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur des relations qui ont changé, avec un focus qui est passé de peut-être une transaction pure achat-vente café à une recherche vraiment sur le produit. Donc ça, je pense que c'est déjà, et c'est, je pense, pour ça qu'on est aussi dans le milieu du specialty, qui a vraiment un peu changé le scope où on s'intéresse pas seulement à acheter, vendre, mais on va s'intéresser au produit, à son identité, à sa traçabilité. Et tout ça, c'est lié à des modes de consommation qui ont changé, je pense, chez nous, pays consommateurs. On a une recherche plus sur d'où ça vient, circuit local, etc. Donc, je pense que c'est ce qui explique aussi ces changements. Aussi réglementaires. En Europe, il y a de plus en plus de réglementations qui changent énormément les relations que nous, on a en tant qu'importateurs avec les producteurs, parce que justement, on doit les aider, les supporter à pouvoir comprendre ces réglementations. Et puis, je pense qu'il y a aussi une évolution sur les marchés, c'est-à-dire on voit de plus en plus de producteurs. Alors quand on dit producteur, il faudra peut-être le définir ensemble, parce qu'on parle vraiment du producteur dans sa plantation ou de l'exportateur, mais on voit aussi beaucoup d'exportateurs qui sont présents dans les pays consommateurs pour présenter leur café. Ça, je pense que c'est assez nouveau aussi, ce qui est très intéressant sur la transparence, mais qui apporte aussi son challenge, ce qu'on pourra peut-être discuter aussi. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie des nouvelles relations producteur-sourceur. Et donc, dans ce contexte, déjà, tu mets un angle qui dit la taille, ça compte. Le fermier, tu as parlé de petits fermiers, de plus grands fermiers. Donc, la taille, ça compte. Est-ce que c'est vrai aussi au niveau importateur? La taille, ça compte. Est-ce qu'il n'y a pas, que vous, chez Belco, qui est un acteur, donc Jean qui représente Belco, qui est un acteur plus récent et qui a très vite décidé de se positionner sur une manière de travailler qui était un petit peu différente de ce qui se faisait 50 ans plus tôt. Comment tu aborderais ce point-là précis de la taille, justement, par rapport à vos relations fermiers? Comment vous découvrez, rencontrez des partenaires avec lesquels vous allez travailler? Je te laisse la parole. Merci Emmanuel, merci à tous d'assister à cet échange riche, je l'espère, j'en suis sûr. Alors, la taille, ça compte. Comment nous, chez Belco, qui est un importateur qui travaille, importateur-sourceur, le titre, c'est vrai que dans cette conférence, on parle de sourcing. Je pense que chacun peut avoir une définition du sourcing. Mais comme disait Thibaut, c'est une notion qui va plus loin de simplement l'échange économique qui est traduit comme le trading. Il y a une notion d'accompagnement.
Chez Belco, on a fait le choix de travailler avec une certaine typologie de producteurs. On souhaite travailler avec une agriculture en laquelle on croit, qui est bénéfique pour le futur de la filière, une agriculture plus paysanne. Et donc là, il y a la notion d'échelle qui va rentrer en jeu. Donc il y a bien sûr le producteur. Comment le producteur va s'organiser localement? Il y a des associations, des groupements, des coopératives qui font un travail de sourcing, accompagnement, consolidation sur place à l'origine. Et nous, Belco, comment on travaille là-dessus? Comment on essaie d'avoir accès à ces produits ou cafés auxquels on croit? C'est que très rapidement, il y a 10 ans, Belco a ouvert sa première agence, mais on a très vite voulu investir à l'origine avec, dans chaque agence filiale de Belco, un investissement sur l'accompagnement producteur avec des agronomes et l'accompagnement qualité avec des responsables qualité. Ça a été un peu le début de notre travail à l'origine, ce qui nous a permis de travailler avec une typologie d'acteurs différente, à plus petite échelle que ceux qui ont la capacité de venir dans un salon. Il faut savoir que 95% des producteurs n'ont pas les moyens d'aller au World of Coffee tous les ans. Donc le fait d'être présent sur place permet de travailler avec une autre typologie et d'être au quotidien avec eux. Cette nouveauté, c'est vraiment de pouvoir maintenir, on va dire, une sorte de compréhension locale et des gens avec qui on travaille. Donc, dans le monde dans lequel on pouvait être avant de commodité, où on met un magma, on dit j'ai acheté du café. Bon, il peut venir de telle origine. Vous allez essayer de conserver ça. Et donc là, je vais me tourner vers Cécile, qui, on va dire, que c'est ça la nouveauté, c'est d'essayer de le conserver, mais avec, on va dire, des outils de service, de négoce, donc qui va se charger de l'importation. Et là, Cécile, qui représente Algrano, ils ont une approche qui est quand même relativement différente. On est vraiment sur un modèle vraiment nouveau. Là, on est sur l'adaptation pour vraiment changer ce qu'on n'aimait pas. On le renouvelle, on l'améliore. Tu peux nous en dire plus, Cécile? Bonjour à tous. Pour vous expliquer déjà Algrano, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, parce qu'on a un modèle qui est assez différent des importateurs ou traders traditionnels. Donc Algrano, c'est une plateforme qui met en relation directe producteurs et torréfacteurs. On va plus se décrire comme des facilitateurs pour permettre le commerce direct à tout type de torréfacteurs en délivrant tous les services de logistique, assurance qualité, financement qui peuvent être des obstacles au commerce direct. Algrano, c'est né il y a 10 ans. Sur 3 observations des cofondateurs, c'est que déjà il y a beaucoup de valeur à avoir des relations directes entre producteurs et torréfacteurs. Également qu'il y a de plus en plus de gens connectés. C'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir accès directement et de communiquer avec des producteurs à l'origine. Et qu'ensuite, il n'y avait pas de solution à cette époque pour rendre ça possible. Et on voit que le commerce direct, c'est un besoin et une demande qui est poussée des deux côtés, producteurs et torréfacteurs. Donc là, je parle des sourceurs en tant que torréfacteurs. Parce que les producteurs, c'est un peu un besoin de survie, de faire du commerce direct, parce que ça leur permet d'avoir une meilleure rémunération, de pouvoir prendre en main leurs ventes. Et il y a aussi une question de fierté, d'identité, de savoir aussi où va leur café, où il est vendu. Et de côté des torréfacteurs, il y a aussi une question au début plus marketing, avec le début du café spécialité, de pouvoir raconter des histoires, de connaître le producteur. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ça devient aussi un besoin stratégique d'avoir des relations directes, parce que ça permet d'avoir plus de contrôle aussi sur sa chaîne d'approvisionnement, sur son café, surtout dans des temps comme aujourd'hui de forte volatilité. Vous répondez quand même à cette première interrogation qu'on avait sur la taille, puisque vous allez mettre en relation des gens qui font des volumes qui correspondent pas forcément à des containers entiers, ni en termes de production. Il y a très peu de fermiers sur les 125 millions de familles qui dépendent. Alors dans les fermiers, il y a peut-être que 30 millions de fermiers, mais 125 millions de familles qui dépendent du café dans le monde, il y a très peu qui produisent plus de 5-10 tonnes entièrement. Donc vous allez résoudre, en tout cas proposer une solution qui peut faire plaisir aux torréfacteurs et aux fermiers qui peuvent se rencontrer. Là, tu as mis un mot qui est très intéressant, c'est le mot direct. On parle de direct trade depuis une quinzaine d'années peut-être. Et sur ce thème-là, j'aimerais demander à Marco ta vision sur ces relations qui se développent. Comment tu l'intègres dans ce trend, cette tendance direct trade que les gens souhaitent pour comprendre mieux leur chaîne d'approvisionnement? Et comment chez Maxi Coffee vous envisagez justement ces relations avec les producteurs? Alors pour répondre à la première partie de la question sur le direct trade, ce qui est intéressant et cette volonté en fait qu'on a de savoir qui il y a derrière le produit. Et en fait c'est une réflexion qu'on a tous
que ce soit le consommateur, le torréfacteur, etc., qu'on se posait pas forcément il y a quelques années. On cherchait une qualité, on voulait un Sidama grade 2, voilà, et c'est tout. C'est déjà très bien. Générique. Voilà, on était sur des cafés de région et on se posait pas plus de questions que ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on veut le nom de la ferme, on veut le nom du fermier, on veut l'indication de la parcelle, mais on veut aussi l'histoire des gens derrière, soit parce que ça nous intéresse humainement, soit parce que c'est bon pour le storytelling et vendre le produit, peu importe. Finalement, ça met en avant l'humain derrière le produit et quoi qu'il arrive, ça c'est positif. Pour la deuxième partie, sur Maxi Coffee, alors c'est très récent, nous, notre action réellement de sourcing et d'importation de café, et on n'importe pas tout par nous-mêmes. Quand c'est des lots trop petits, on passe sur de la consolidation avec des importateurs externes à la société pour pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, je travaille aussi en autre partie, je fais pas ça sur tous nos cafés, puisque je suis aussi l'euro client des 3 personnes à côté de moi. Pas encore nous, on n'a pas trouvé, mais ça viendra. Et sur l'intérêt, en tout cas moi que j'ai eu sur la partie directe et travailler en direct avec le producteur, cette opportunité elle m'a été offerte déjà bien avant que je source, à l'époque avec Belco notamment, où ils m'ont mis en relation avec un producteur sur lequel on a pu commencer à travailler des choses adaptées à notre besoin. On a des besoins très particuliers de par nous, notre distribution de café. Et ça nous a permis de créer cette relation et de créer des produits adaptés à notre besoin. Ce qui permet derrière, et c'est là où c'est intéressant, d'aussi de consolider la relation. Puisque en consolidant finalement ce besoin produit, ce produit il est pour nous, il n'existe pas ailleurs, fatalement je vais devoir le prendre ici. Et ce savoir-faire qu'on évolue, qu'on apprend ensemble, a une valeur aussi qui fait que cette valeur, elle a aussi ce partenariat, année après année, de reprendre le café avec ce producteur-là. Quand bien même la qualité n'est pas toujours... En tout cas, on a un café qui parfois passe de 84 à 85 ou à 83. Bon, ces variations-là deviennent acceptables puisque mises à côté d'une valeur de relation, finalement, ça passe. Et ça permet aussi de faire ça. Faut pas oublier qu'on est quand même dans du commerce. On a des valeurs, on va défendre nos valeurs, et ça c'est très bien, mais pas au détriment aussi du client final, qui est la pierre angulaire dans tout ça, parce que on ne peut nous acheter, sourcer, acheter, peu importe, que des cafés qui sont possibles de vendre à la fin. Et pour ça, c'est le client final, celui qui sera derrière la tasse finale. Et il faut juste pas l'oublier. Alors là, ce que j'entends depuis qu'on a commencé la table ronde, on a été chercher surtout pourquoi on le fait, et on a regardé plutôt du côté torréfaction, consommateur. C'est une demande des pays consommateurs qui cherchent à mieux comprendre. Mais normalement, cette table ronde s'appelle Relations producteurs-sourceurs, et malheureusement, on n'a pas finalisé la partie producteur comme on avait souhaité. Je vous interromps 2 secondes, je pose une micro-question dans le public. S'il y a quelqu'un qui parle français, je crois que Sébastien parle français. Du point de vue du producteur, comment on ressent les différentes nouvelles relations qui arrivent? Et il y a plusieurs modèles. Toi, peut-être tu as travaillé particulièrement avec un modèle. Quel est l'avantage pour le producteur de ce changement, en tout cas cette volonté de changement? Oui, merci de m'avoir invité à parler un peu aussi. Je viens des Pays-Bas, j'habite au Honduras depuis 20 ans, où je fais partie d'une coopérative de café qui s'appelle Cafésmo. On travaille beaucoup avec l'Europe. Grâce à mon passeport néerlandais, je peux être en Europe 4 mois chaque année pour représenter donc tous nos producteurs. Mais notre fondateur, lui aussi, chaque année, il voyage en Europe, par exemple, pour aller à Genève cette année, Copenhague l'an dernier. Ça nous permet de connaître nos acheteurs, ça nous permet de développer des relations beaucoup plus étroites, beaucoup plus solides. Et on a donc l'option, maintenant, l'opportunité de travailler de façon totalement directe avec des torréfacteurs partout en Europe. Et en fait, Algrano, par exemple, qui est un partenaire pour nous depuis 5 ans, ils nous permettent d'envoyer du café à Varsovie, à Copenhague, à Madrid. Et eux, ils s'occupent de la livraison, du paiement, mais nous, on travaille de façon directe avec le torréfacteur. Donc, chaque torréfacteur connaît le producteur ou la productrice avec qui il travaille. Et ça permet non seulement d'avoir des prix meilleurs, mais aussi et surtout beaucoup de stabilité dans les relations, de la durabilité. On sait chaque année que le torréfacteur va vouloir travailler à nouveau avec son producteur ou sa productrice. Donc c'est rassurant, c'est pas unilatéral. On arrive à collaborer, coopérer des 2 côtés, donc ça c'est plutôt bien quand même, ça fait plaisir. Et justement, je voulais te poser la question, Thibaut, je voulais rebondir là-dessus. Quels sont les leviers ou les outils qui sont mis en place pour justement arriver à améliorer ou renouveler ces relations? Qu'est-ce que vous utilisez vraiment comme
comme outil. Et Si peut-être ça tu voulais t'embête pas, je rebondir sur voudrais autre chose. juste rebondir, Vas-y, oui. Vas-y. Parce qu'en fait, je trouve que le sujet du direct trade, il est très intéressant. Et c'est une notion qui est, je pense, encore un peu en construction. Qu'est-ce que le direct trade? Qu'est-ce que acheter directement? Surtout si on passe par un importateur, peut-être. Et je pense qu'il faut aussi en voir, je trouve que ce que tu dis, parce qu'on a discuté juste avant, hein, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement aux producteurs d'avoir un contact direct avec les torréfacteurs, ce qui fait que en termes de transparence, sur les prix, sur la qualité, c'est très intéressant. Et puis ça permet aussi aux producteurs de venir ici et de se dire, bah voilà, à quel prix est positionné mon café. Et donc, ça donne aussi une rétroalimentation qui est très intéressante. Maintenant, il faut aussi voir quelque chose, et c'est pas du tout pour faire l'apologie des importateurs, mais il faut aussi Non, voir mais t'es là pour que... présenter un modèle. Oui, et- non. Enfin, très bien. et on fait tous la même chose. Hein. Je veux dire, direct trade, on en fait tous parce qu'on achète tous local. Mais il faut pas oublier la prise de risque. En fait, quand on achète du café, bah déjà, on le finance. C'est-à-dire qu'on paye le conteneur hein, avant embarquement et on prend le risque de la qualité. C'est-à-dire que si le café arrive, il est pas bien, bon, bah, c'est à nous, on est propriétaire du café, de trouver des solutions. Hein. Donc c'est quand même, il y a une prise de risque qui est très très Et, alors, importante. et ça, je voulais poser la question, Cécile, qu'est-ce qui se passe quand vous, puisque vous êtes un prestataire entre guillemets qui offre une plateforme, si tu as un problème qualité, bon, ça veut dire que le torréfacteur et le producteur vont devoir s'arranger eux-mêmes. Ils n'ont pas un tampon qui va faire le travail. Justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter tous ces problèmes que peut engendrer le commerce direct. Donc, nous, on propose aussi de l'assurance qualité, qui fait qu'en cas de problème qualité à l'arrivée du café, le torréfacteur est totalement dédommagé sur le café qu'il a commandé. On a l'impression que donc vous allez rajouter des services que les importateurs offraient aussi, mais de manière plus on va dire plus transparente. C'est un choix, c'est je le veux pas. Hein. Et dans ce cas-là, je vais rebondir sur ce que tu as dit et je pense qu'après je vais filer la parole à Marco et à Jean sur cette partie-là parce que le direct trade, ça a l'air d'intéresser tout le monde. Est-ce que ce direct trade dont on parle, est-ce que on a envie de voir ça d'un point de vue le mot direct, c'est-à-dire je le touche, c'est toi et moi. Est-ce qu'on n'est pas sur une version francisée alors qu'en fait le mot c'est direct, c'est diriger et je dirige le trade. Je dirige, c'est pas forcément le torréfacteur, c'est et le torréfacteur et le producteur qui dirigent un trade et ils utilisent soit une plateforme, soit ils le font eux-mêmes et ils passent par UPS, j'exagère, soit ils passent par des importateurs partenaires qui vont travailler un peu comme le movie director qui décide de la photo sera comme ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, je pense que nous, dans cette table-là, on est tous des direct traders, si je peux permettre, puisqu'on achète tous dans les pays des producteurs, directement, aux coopératives, aux exportateurs, etc. Maintenant, ce qu'il faut juste voir, et c'est peut-être la différence sur certains modèles, c'est, et là, ça fait un peu transaction commerciale, mais la prise de risque, une fois de plus, j'insiste, mais c'est un point hyper important, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'argent hein, dans le café, le financement du café. Et c'est ça où il y a parfois des limites au direct trade pour les torréfacteurs, pour qui l'activité principale, c'est la torréfaction. Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans cette prise de risque financière, qualité, et d'un point de vue producteur, est-ce que tout le monde est capable aussi, comme Sébastien, d'être en Europe pour faire la promotion de son café? Parce qu'en fait, le direct trade pourrait aussi potentiellement donner cette partie promotion que nous, on gère, là, tu disais facilitateur, et c'est exactement ça, c'est notre métier, mais au producteur. Donc, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui va devoir aller faire les salons en Europe, de faire la promotion de ses cafés. Et là, on en revient à un enjeu de taille. Et le rapport revenu versus effort pour vendre 3, 5, 10, 15, 20 sacs. Et c'est là-dessus où le direct trade, je pense qu'il faut juste bien le comprendre. Et après, j'arrête pour se dire quel est l'enjeu derrière et mettre un petit peu... Voilà. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que ce que tu as décrit, c'est le travail d'un importateur et que justement, quand on parle de direct trade, c'était de voir, en tout cas dans ma définition, c'est vrai que c'est la mienne, c'était qui donne l'ordre. Si l'impulseur, celui qui a appuyé sur le bouton, ceux qui ont appuyé sur le bouton, c'est et le producteur fermier et le torréfacteur, et qui ont dit, au fait, s'il te plaît, tu m'as présenté cette personne il y a 10 ans, je voudrais continuer à travailler, je voudrais qu'on élabore ça. Là, on est un peu moins dans, je vais tout prendre les risques, il va prendre une partie des risques. Comment, puisque vous avez travaillé pendant très longtemps ensemble, comment cette relation enfin pas ensemble dans la même société, mais les deux sociétés Maxi Coffee et Belpon, on l'entend travailler ensemble. Comment vous voyez cette impulsion justement de pas de donneur d'ordre, mais on va dire d'impulsion du fournisseur, enfin du fermier et du torréfacteur via ce faiseur, cet exécutant qui va tout mettre en place pour que ça se passe bien pour les deux personnes. C'est vrai que le direct trade, on l'entend de plus en plus parler. Bon, déjà, j'encourage le torréfacteur à s'intéresser aux producteurs, à rencontrer les producteurs avec qui il travaille. C'est super
mieux comprendre son produit, mieux comprendre la logistique. C'est quelque chose de très bien. Mais c'est vrai qu'il y a la notion de risque et c'est vrai que nous, en tant qu'importateurs, on va faire du direct trade et c'est tout un service de logistique et de financement. Mais je pense qu'en tant qu'importateur, sourceur, dans cette définition de sourceur, il y a cette volonté d'aller un peu plus loin que le direct trade avec les cafés avec lesquels et les producteurs avec lesquels on travaille. C'est que on travaille dans cette filière qui était quand même assez déséquilibrée. Cette notion de direct trade vient aussi dans un besoin de rééquilibrer les échanges entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose auquel le direct trade peut répondre. Mais nous, je parle des importateurs, mais en tant qu'acteurs intermédiaires directement liés à cette partie production, on a aussi un rôle et une responsabilité, je pense, de s'engager dans le temps avec les producteurs, donc de prendre le risque. C'est vrai que le risque de l'importation et l'importateur qui stocke, qui porte le café, absorbe un risque pour faciliter tout ça au torréfacteur. Il y a aussi un rôle d'accompagnement dans le temps. Aujourd'hui, avec une filière malade ou qui brûle, comme tu as dit Emmanuel en introduction, avec des prix très volatiles. Aujourd'hui, le producteur ne profite pas de cette volatilité. Le producteur cherche et veut une certaine stabilité dans le temps. Et c'est ce que nous, importateurs et les torréfacteurs aussi, bien évidemment, devons apporter aux producteurs. Ça passe par l'accompagnement dans le temps. Et la valorisation. Tu as mentionné la valorisation. Je pense que, en tant qu'importateur et sourceur, on a investi, nous, à l'origine, sur la recherche, sur l'accompagnement dans les pratiques agricoles et agroécologiques pour aider le producteur à s'adapter aux différentes menaces de la filière. Et après, toute la partie valorisation, où il faut qu'il y ait tout un travail pour montrer jusqu'au consommateur la réalité de la production. Et je pense que c'est aussi notre rôle là et de facilitateur de relations. Et toi, Marco, dans ce contexte-là, cette relation ou ce partenariat que tu vas impulser avec un fermier, un groupe de fermiers, une coopérative, via des partenaires qui peuvent être là, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Quelle valeur vous lui donnez ? Non pas simplement une valeur marchande, mais pour le long terme, comment vous vous inscrivez dans cette démarche ? Alors, quand on va ramener un cafécuteur, que ce soit une coopérative ou un exportateur, peu importe, et qu'on va faire commissionner quelqu'un pour l'importation, le stockage, le financement, je vais pas faire de faux semblants. Là, clairement, c'est économique avec un point sécurité, finance. C'est très pragmatique. La relation, après, elle est aussi de confiance. Donc, ça va être dans les compléments de prestations. Quand on a des acteurs comme ici où on peut avoir confiance et qu'on sait que ce sont des gens qui apportent des solutions, qui vont pas juste se limiter au strict minimum, ouais, c'est une plus-value. Et mine de rien, dans une échelle de réflexion, ça rentre non pas en argent, mais on va dire en risque ou en facilitateur. Voilà, c'est tout ce qu'on va chercher. Ce sont des personnes qui vont nous faciliter la vie et nous permettre de bien faire le travail d'un point A à un point B. Sur la partie sourcing et ce qu'on va chercher à développer, et en tout cas moi, en tant que torréfacteur, sourceur dans cette équation-là, c'est une ligne un peu plus directe entre le consommateur, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que chez Max Coffee, oui, on est torréfacteur, mais notre plus grande ligne, c'est vendre des tasses. Parce qu'on a une grande partie, alors vous connaissez peut-être le site e-commerce, qui est la plus petite partie de notre activité. La plus grande partie, ça va être la distribution de tasses via de la distribution automatique. Et là, en fait, nous, on va vendre la tasse, le produit fini. Donc pour ça, en fait, on va avoir des contraintes jusqu'au bout avec mes équipes, avec Raphaël qui est tout au fond. On va travailler sur l'extraction, on va travailler sur tout et essayer de trouver des solutions. C'est parce que je démarrais tout à l'heure en parlant de travailler avec le producteur à origine sur des solutions pour nos problèmes en termes de café. Donc on va travailler sur aussi bien les structures physiques, mais aussi les process pour améliorer ça et permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus direct. On a fait aussi avec des importateurs, fatalement, mais avec toute la bonne volonté du monde, on rajoute quand même un maillon à la chaîne et du coup ça dilue un petit peu. L'autre point, c'est la consolidation des containers. Quand on fait des containers complets, c'est moi ce que j'adore faire en général, c'est que il y a une petite partie, ça va être les micro-lots, etc. Et cette sélection de produits, si on n'est pas origine, après on peut le faire en voyageant avec nos partenaires. Ça c'est déjà fait et ça se refera certainement encore. Mais il y a des lots que nous on va sélectionner qui n'auront pas été sélectionnés par les sourceurs parce que vous n'êtes pas dans nos têtes, dans notre détail.
Et j'imagine que vous avez déjà tellement de clients que, au bout d'un moment, il faut quand même rationaliser. Et je trouve ça tout à fait normal. Mais du coup, nous, on peut rentrer dans notre niveau de détail et du coup, de sélectionner des lots qui vont être adaptés, en tout cas que nous pensons, être adaptés à nos clients. Donc, par votre implication dans le sourcing ou dans les choix ou d'être un peu plus présent, vous allez pouvoir dire « Ah, mais si, ça m'intéresse ». Donc, ça va permettre aussi peut-être d'avoir des volumes qu'on n'aurait pas eu avec tel groupement de fermiers parce qu'ils ont des cafés qui vous intéressent, qui les intéressent pas. Enfin, qui les intéressent peut-être, mais pas directement pour la clientèle qu'ils ont en tête. Et je pensais à un truc, tu as parlé de la DA. Est-ce que connaître le nom des fermes, pour la personne qui va appuyer sur le bouton, qui va récupérer sa tasse, il va pas savoir ce qu'il boit, on est d'accord, il va pas savoir quel est le fermier. On essaie justement de changer ça. Je vais le dire avec Donc, je reviens sur la taille, si tu veux. Ça, c'est un truc qui est intéressant dans le débat. Aujourd'hui, on part sur la partie qualité. Déjà, d'augmenter la qualité chez notre plus gros clients, c'est des stations-service. Voilà. Et on s'est tous arrêtés sur des stations-service à un moment donné. Et on va avoir plusieurs catégories de café. On essaie de faire évoluer les qualités et de rendre sensibles les gens déjà à ces éléments-là. Et avec des éléments de langage qu'on vient agrémenter petit à petit. On a commencé ce projet-là d'ailleurs en partenariat avec Belco qui nous a présenté un super partenaire à l'époque. Malheureusement, on a dû faire évoluer le produit pour nos contraintes techniques, machines, etc. Je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais pas le faire maintenant. Et du coup, on est rentré sur un assemblage pour pouvoir optimiser le produit à la fin. Encore une fois, on mise sur la qualité pour pouvoir faire l'évolution. Et en effet, du coup, ça rentre dans des concepts de volume. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir fait rentrer des centaines de tonnes aujourd'hui dans des stations-service avec des cafés à plus de 83 et avec une traçabilité jusqu'au bout. Donc cette traçabilité, elle est surtout pour vous de pouvoir dire on le fait. Mais évidemment, on va pas la transmettre entièrement au consommateur parce qu'on va pas dire tasse par tasse, ça vient de là. Mais par contre, on peut lui garantir que c'est bien fait. Cette traçabilité avec votre plateforme, je suis désolé, Marco, j'essaie de donner la parole un peu à Cécile. Votre plateforme, elle peut être aussi vachement intéressante de ce côté-là puisque la plupart, on va avoir, de vos participants sont des torréfacteurs qui vont choisir un lot particulier sur des petites quantités. Là, je reviens à la taille. Et là, on n'est pas passé par, on va dire, l'obligation de consolider des volumes. Et oui, malheureusement, ça vient d'une région ou ça vient d'un groupement de fermes. Parfois, on va avoir peut-être des plus petits lots encore et qui rentrent tout à fait dans le cadre de l'essor de la specialty que va faire Belco, que va faire Caprima et que fait aussi une partie de Maxi Coffee avec Café Luga qu'on trouve aussi en DA. Je fais de la pub pour tout le monde. Comment tu peux nous expliquer un peu quels sont les intérêts, l'intérêt que ça représente pour un fermier de savoir qui lui achète? Bon, bien sûr, l'intérêt pour le torréfacteur à qui il achète, ça veut dire qu'il choisit. Et éventuellement, les barrières à ce système. Donc sur la plateforme, on peut trouver tout un tas de différentes offres, des gros lots comme des micro-lots où il est possible de commander ne serait-ce qu'un sac. Donc évidemment, il y a des barrières à ça. C'est que pour acheminer un sac, c'est un peu compliqué. Donc nous, on a des containers consolidés pour rendre ça possible. Ce qui est aussi important pour nous, c'est que la conversation est totalement possible entre producteurs et torréfacteurs. Et c'est des choses qu'on encourage. Parce que on parle souvent d'asymétrie d'information dans l'industrie, parce que quand même le café c'est basé sur une dynamique colonialiste. Donc pendant des décennies, et c'est encore souvent le cas, les producteurs n'ont pas le pouvoir et sont un peu dans une box et n'ont pas accès aux informations. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaie de résoudre parce que c'est très important pour les producteurs aussi d'avoir accès à l'information, de savoir à quel prix est vendu leur café, à qui il est vendu, et d'avoir aussi un retour sur les tendances du marché, qu'est-ce que les consommateurs cherchent, parce que ça leur permet aussi d'améliorer au final leur offre et d'avoir une industrie qui est plus vertueuse et qui est plus juste et qui fonctionne mieux. D'ailleurs, je recommande des articles de Marco sur LinkedIn qui parlait aussi de cette historique coloniale qui persiste. On va pas l'appeler colonial, on va l'appeler impérial, mais je recommande tous les articles de Marco sur l'histoire, sur les mécanismes, c'est très intéressant sur LinkedIn. Évidemment, j'aimerais bien vous laisser beaucoup plus de temps de parole à tout le monde. On va pas trouver une conclusion qui sera parfaite. Est-ce qu'on peut peut-être se dire que il n'y a pas un modèle solution qui va dire ça y est, j'ai résolu tous les problèmes de la terre entière, mais par contre pour chacun de vos segments, ceux sur lesquels vous travaillez, vous progressez, vous apportez des solutions à vos différents partenaires, que ce soit des partenaires producteurs. Est-ce que vous avez un mot particulier que vous voulez dire avant qu'on clôture, puisqu'il nous reste 2 minutes ou une demi-minute? Ouais. 30 secondes. Ouais, je veux bien, par rapport au point 2, est-ce que le client en DA voit le nom du producteur? C'est compliqué, mais je pense que tous dans la filière, on a quand même cette responsabilité de expliquer, d'être le plus transparent possible sur qu'est-ce qui se passe dans la filière café. Et je pense que chaque entreprise, chaque modèle est différent, mais ce qui est important, c'est la vision. Chacun, c'est on fait du trade, on fait des échanges commerciaux.
Mais dans cette notion de sourceur, il faut voir long terme, il faut avoir cette vision de transformer un petit peu cette filière. Donc, ce qui est important, c'est la dynamique. On voit qu'il y a un mouvement. On est tous en train d'essayer d'aller vers une direction. C'est pas exactement la même, mais on tire vers le haut. Tu veux dire un dernier mot, Marco? En effet, sur l'ADA, il n'a pas l'information des cafés, mais en 2 recherches, en 2 clics sur Google, il a toute l'info. Ok, Thibaut, c'est ton dernier mot et après on se fait Non, éjecter. je pense que le mot facilitateur que tu as utilisé s'applique très bien et je pense qu'ici, à cette table, on est tous dans la même logique et je pense que notre rôle, c'est faciliter la promotion des cafés des pays producteurs, les assister sur les réglementations nouvelles, financement, qualité, la rétroalimentation, leur donner les signaux du marché de consommation et aussi faciliter les torréfacteurs. Parce que nous, on vend pas du café vert, on vend un package. C'est-à-dire le produit, son histoire, son identité et toutes les conditions pour qu'il puisse être torréfié et consommé. Eh ben, Voilà, merci beaucoup. On remercie Marie-Hélène qui nous a tout organisé. L'année prochaine, on refera la même avec que les fournisseurs. Merci. Avec plus de temps. Merci. Merci. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.